Bienvenue sur Aventure Humaine. Nous sommes Laura Lepers et Gaël Aymar, entrepreneurs humanistes et cofondateurs de Podcast Mania, studio de production et créateurs de la formation À vous les studios. Notre mission, diffuser des ondes positives. Avec Aventure Humaine, nous souhaitons donner la parole aux aventuriers et aventurières de la vie que nous rencontrons sur notre parcours d'entrepreneur. Quel que soit leur métier, restaurateurs, explorateurs, doula, architectes, avocats et tant d'autres, ces aventuriers ont tous des points communs. Ils mettent du sens dans leur démarche et leurs projets de vie. Entreprennent ou intraprennent naturellement et avec conviction. Ils évoluent grâce à un entourage de qualité et partagent des valeurs humaines et environnementales fortes. Comme le disait si bien Gandhi, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Notre mission à la fin de chaque épisode est de t'inspirer, te montrer que tout est vraiment possible, surtout quand on est aligné et bien entouré. Si le podcast d'Aventure Humaine t'est utile et t'inspire, l'occasion de le soutenir est d'en parler sur tes réseaux sociaux. On se fera un plaisir de partager tes précieux retours. Enfin, tu peux aussi le noter 5 étoiles, le commenter sur Apple Podcast ou sur notre site internet aventurehumaine.fr. Bonne écoute et surtout prends un max de plaisir avec cette nouvelle conversation. Salut Tanguy. Bonjour. Je suis super contente d'être là aujourd'hui, de vous présenter un nouvel aventurier de la vie sur le podcast d'Aventure Humaine. D'autant plus ravie que c'est une belle entreprise que je connais depuis très longtemps, que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer et j'avais pas eu l'occasion de leur donner la parole. Donc je suis très très contente et en plus c'est une entreprise Malouine. Donc moi qui ai monté ma première boîte à Saint-Malo, je suis très très contente d'être là. Tanguy, déjà avant de commencer, comment tu vas aujourd'hui ? Eh ben, je vais bien, je vais très bien. Je vais très bien parce qu'en fait hier après-midi on a vécu un beau moment tous en équipe. Et donc, c'était un chouette moment après cette année un peu étonnante qu'on a vécue. Donc, voilà, une belle après-midi, une belle soirée qu'on a vécue à Sézambre, l'île en face de Saint-Malo. Là. Ouais. Et donc, voilà, donc un très beau moment qui fait toujours chaud au cœur pour un entrepreneur. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut adresser par notre activité, c'est vrai que le fait d'avoir une équipe qui est là, qui s'entend bien et qui prend plaisir aussi à se retrouver, ça fait partie des satisfactions, et des joies qu'on peut avoir. Et donc hier, elle était vraiment là. Donc aujourd'hui, c'est une belle journée. Cool. De toute façon, on le sent quand on arrive. L'accueil, le sourire, tout le monde à la pêche. Donc tu vois, je suis même pas étonnée de ce que tu dis. Volontairement, ce n'est pas moi qui vais présenter ni ton entreprise et encore moins toi en tant qu'homme. Est-ce que brièvement, tu peux nous dire qui tu es et quelle est ton activité, quelle est l'activité que tu exerces aujourd'hui ? Alors, qui je suis depuis... Qui tu es, en gros, comment tu t'appelles. Et puis, de toute façon, on va forcément revenir sur ta personnalité qu'on va vite comprendre. Mais voilà, qui tu es et quelle est ton activité d'aujourd'hui ? Donc, je m'appelle Tanguy de Gélis. J'ai 41 ans depuis peu. J'ai 4 enfants. J'habite à Saint-Malo depuis une bonne dizaine d'années. Et donc, aujourd'hui, je suis cofondateur de Familéo à côté d'Armelle de Lesquin. Est-ce que tu peux, on va y aller du coup étape par étape, est-ce que tu peux dans un premier temps déjà nous dire ce qu'est Familéo ? Alors Familéo, c'est un outil qu'on a lancé pour dynamiser les échanges familiaux à destination en fait des personnes âgées, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une fracture numérique, il y avait des difficultés en fait pour des petits enfants qui sont aujourd'hui hyper à l'aise sur les outils numériques à communiquer avec des grands-parents qui attendaient bien souvent des lettres et des cartes postales. Donc Familéo est né de ce constat et c'est en fait nous une plateforme qu'on définit comme étant en phase avec les habitudes de chacun et qui permet du coup à un petit-fils d'envoyer un selfie depuis la plage à Saint-Malo en quelques secondes sans pour autant imposer à son arrière-grand-mère l'utilisation d'une tablette parce qu'elle va recevoir ce selfie au sein imprimé sur une petite gazette familiale qui va reprendre tous les messages de la famille. Alors du coup, Familéo, comment vous est venu le nom de cette entreprise avec Armelle ?
Alors le nom, on a passé énormément de temps à le trouver, donc ça n'a pas du tout été intuitif, ça a été très douloureux. On devait s'appeler au début Entourage, parce que voilà, c'était l'essence même du projet, c'était d'entourer en fait les personnes âgées. Donc on l'appelait Entourage. En fait, on s'est aperçu que le nom de domaine entourage.com était à vendre une fortune aux États-Unis. Il n'est pas utilisé, mais il a été réservé par quelqu'un qui le vend extrêmement cher. Voilà. Donc du coup, on n'a pas voulu mettre toutes nos économies sur le nom de domaine. Donc on a recherché un nom, on a mis du temps, on a mis plusieurs mois, je pense peut-être une petite année avant de trouver le nom. Et voilà, donc Familéo est venu parce que évidemment ça fait référence à la famille, donc c'était vraiment un des points forts du projet. Et en plus de ça, on aimait bien la dimension un petit peu internationale qui pouvait peut-être, si le projet marchait, voir le jour avec ce nom. Voilà, qui est pas si français que ça, mais qui se retrouve aussi dans les racines anglaises de family, voilà, de racines latines. Donc voilà, donc le nom est venu comme ça et on l'a adopté. Et le familio.com était déjà réservé, mais beaucoup moins cher. Et donc on a pu faire une petite négo et récupérer du coup ce nom de domaine et avoir du coup le .com qui était pour nous un point assez important de pouvoir bénéficier justement du .com parce que c'était à nos yeux la meilleure manière de se garantir en fait de copie et d'avoir du coup un nom de marque qui soit vraiment le nôtre, quoi. Donc vous attendez vraiment, Armelle et toi, d'avoir trouvé le bon nom, d'avoir brainstormé pendant 1 an pour lancer votre activité. Vous aviez déjà cette idée derrière Familéo, de gazette et de lien avec, on va dire, c'est la silver economy, on appelle ça comme ça aujourd'hui. Et du coup, vous attendiez trouver le bon nom pour la lancer. Alors non, parce que le nom est venu quand même quelques temps avant que le produit soit prêt. Ouais. Donc c'est pas tellement le nom qui a conditionné le lancement, c'était plus les aspects techniques et puis voilà, puis tout le calendrier qu'on a eu de manière générale avant le lancement. Et voilà, le nom on l'a peut-être trouvé, je pense, 3-4 mois avant d'être prêt techniquement à lancer la solution. Comment vous vous rencontrez avec Armelle ? On sait que vous travaillez ensemble depuis de nombreuses années. Vous vous connaissiez avant ? Peu, ok. Comment vous décidez de cofonder et de co-créer en fait cette aventure ? Alors... Parce que c'est autant une histoire d'entreprise, une aventure d'entreprise, une aventure entrepreneuriale, mais finalement, en se connaissant peu, vous vous liez aussi d'une certaine façon. Donc à quel moment et comment ça se passe, le fait de se dire, ok, on saute le pas, on bosse ensemble et on co-crée cette aventure ? C'est vrai que c'est... Ouais. Alors comment ça s'est passé ? En fait, donc du coup, moi je quitte un groupe malouin. Voilà, Tu bossais déjà à Saint-Malo ? Je bossais déjà à Saint-Malo. Je me mets plutôt en tête de racheter une entreprise. Ouais. Donc je me lance plutôt sur des dossiers de reprise. L'idée de Familéo me vient suite à une histoire personnelle avec ma grand-mère. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. J'en parle à ma femme, j'en parle à quelques amis, je visite peut-être 1 ou 2 maisons de retraite, je vois un docteur gériatre ami à Saint-Malo et je suis assez surpris de l'accueil de cette idée. Et donc là, je me dis, tiens, c'est peut-être dommage de la laisser tomber, cette idée, mais à côté de ça, monter un truc... Seul, je m'étais toujours dit que je ne monterais pas parce que je trouvais ça trop dur avec un début compliqué. Voilà. Donc j'étais vraiment sur les dossiers de reprise. Mais pour autant, je me dis, tiens, cette idée, elle a l'air de bien prendre. Donc si je ne veux pas qu'elle meure, il faut être 2. Et donc en fait, j'avais croisé Armelle, mais pas beaucoup, 2-3 fois. On s'était bien trouvé, on avait bien senti les choses. Comme moi, j'avais beaucoup apprécié les quelques moments qu'on avait passés ensemble, les échanges. Lui, il était aussi dans une démarche très entrepreneuriale. Donc il y avait cette composante-là, il y avait une complémentarité forte aussi a priori sur nos caractères. Et moi, avant chez Roulier, j'avais déjà vécu en fait une expérience de direction à 2. Avec une personnalité aussi complémentaire à la mienne, et j'avais mesuré en fait toute la richesse de
de la démarche, aussi bien en termes de compétences qu'en termes de plaisir. Parce qu'en fait, être avec quelqu'un qui a une personnalité complémentaire à la sienne, c'est aussi permettre à chacun de faire ce qui lui plaît. Bien sûr. Ouais. Et voilà. Et en fait, quand on fait ce qu'on aime, eh ben, généralement, on est plutôt pas mauvais dans ce qu'on fait. Et donc voilà. Donc j'avais aussi cette expérience-là. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens... Armelle pourrait vraiment voilà, être... voilà, ça serait sympa de lancer quelque chose avec lui. Et donc, du coup, je l'appelle en lui disant, voilà, j'ai cette idée-là. Je te le dis tout de suite, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Moi, je suis à fond sur un dossier de rachat. Je pense que dans 4 mois, je signe et je pars. Mais si tu es d'accord, on peut regarder un petit peu ça, peut-être se donner un jour par semaine pour y réfléchir. Et puis, ça serait aussi un bon moyen de se connaître. Et puis, on verra bien, quoi. Donc, c'est parti comme ça. Donc, Armelle a accepté. Armelle a accepté. Armelle a accepté avec un courage, moi, qui m'a surpris, parce qu'en fait, il terminait une première expérience entrepreneuriale et il est reparti sur un truc. Donc voilà, chapeau à lui, chapeau à sa femme d'avoir entrepris cette démarche-là. Et en fait, du coup, on commence à prendre notre voiture et puis on s'est dit, de toute façon, la vérité viendra du terrain. Donc, on va aller voir des directeurs de maisons de retraite et puis on va leur demander tout simplement ce qu'ils en pensent, quoi. Voilà. Donc, on formalise un petit peu notre approche. On va voir des directeurs de maisons de retraite. Et puis là, à chaque rencontre, on est face à des gens qui nous disent, mais vous touchez du doigt un sujet tellement important. Vous n'imaginez pas à quel point le lien familial est vraiment source de bonheur pour nos résidents. Ouais. C'est vraiment un pilier du bien-être des gens qu'on accueille chez nous. Oui, on est prêt à vous accompagner là-dessus. Oui, les maisons de retraite peuvent mettre en place ce dispositif et seraient même prêts à payer quelque chose. Oui, les résidents seront ravis. Oui, les familles joueront... Quoi, voilà, on avait tout s'alignait, quoi. Plein de retours positifs. Et donc, voilà, et en fait, c'est cette énergie-là du terrain qui nous a vraiment... poussé en fait à y passer de plus en plus de temps, à prendre conscience de ce sujet qu'on n'avait pas si bien cerné que ça au final et qui était beaucoup plus vital que ce qu'on imaginait, le sujet du lien familial. Nous, on a lancé un peu la démarche dans un esprit un peu ludique en se disant tiens, c'est cool, c'est sympa pour les personnes âgées d'avoir des nouvelles, mais on n'avait pas mesuré à quel point c'était important en fait. Et donc voilà, tout ça a pris le dessus. Moi, mon projet de rachat s'est écroulé. Il était loin, c'était compliqué, c'était pas le bon truc. et puis voilà. Puis en fait, petit à petit, du coup, Familéo a vraiment pris de la substance, de la consistance. On était accompagné par de plus en plus de gens. Et puis le réseau Malouin vous a vraiment... Enfin, voilà. Tout le monde y croyait, quoi. Exactement, le réseau Malouin nous a aidés. On a rencontré des directeurs de maisons de retraite, mais fantastiques, qu'on a vus à plusieurs reprises, qui nous ont aidés à revoir notre produit, à l'ajuster, à réfléchir sur le prix, sur plein de trucs. Et voilà, et donc en fait, au bout de 5-6 mois, on s'est regardé en face, on s'est dit, c'est compliqué de ne pas y aller, non ? On a une pépite, quoi. Voilà, c'est compliqué de ne pas y aller. Donc voilà, donc du coup, je crois que c'était en juin. En juin 2014, on s'est dit qu'on arrêtait tout et qu'on consacrait 100% de notre temps au projet Entourage, ça s'appelait Entourage à l'époque, en se disant que voilà, on tentait le coup, quoi. Donc voilà, donc en fait, l'association avec Armelle a été, je pense, hyper naturelle. Et ce qui était, je pense, très bien en tout cas, ce qu'on a bien apprécié, c'est qu'en fait, on était très libre. Et on y est allé sans trop y croire, sans se mettre de pression. Lui aussi, il avait des projets à côté, et en fait, c'est le projet et notre... à maturer finalement. Voilà, et qui est sorti tout seul en fait du panier. Et même chose pour notre association, c'est sorti un peu comme une évidence, mais de manière libre en fait. Et donc je pense que ça a été aussi une des raisons du fait, voilà, du succès de notre association et de la manière dont le projet est venu, quoi. C'est fait librement. Ouais. Est-ce que tu dirais que justement le fait d'avoir expérimenté en premier sur le terrain, d'avoir été poser des questions, rencontrer des personnes avant d'avoir créé un produit et d'aller le vendre ensuite, est-ce que tu dirais que c'est aujourd'hui une priorité dans les futurs développements de Familéo ? Est-ce que vous continuez à être et à utiliser le terrain avant de créer quoi que ce soit ? Et tu vois, quelle est cette part de terrain dans les valeurs de Familéo ? Elle est énorme. Elle est énorme. En fait, Armelle et moi, on doute énormément
Donc on se doute de plein de trucs, on se trouve pas du tout pertinent sur plein de sujets. Et donc ce doute apporte un besoin d'assurance, voilà, et qu'on va très souvent chercher auprès du terrain, auprès des directeurs, auprès des utilisateurs. Donc en fait, moi je trouve que c'est vraiment une approche qui est extrêmement bénéfique. Que de demander en fait des avis aux personnes qui utilisent la solution, parce qu'en fait généralement c'est du 80-20, il y a 80% des gens qui disent la même chose. Ouais. C'est ça vient comme une évidence, ça coupe tous les débats qu'on peut avoir en interne, parce que voilà, c'est l'avis de ceux qui utilisent la solution. Et en fait, c'est vachement plus simple. Mais c'est une co-construction en plus. Exactement. Du coup, vous avez très peu de chances de vous planter. Exactement. Vous répondez exactement aux besoins de... Exactement. Donc, on essaye vraiment d'appliquer ça le plus possible. Et on fait des questionnaires très régulièrement auprès de nos utilisateurs. Pas trop régulièrement, parce qu'on ne veut pas non plus les saouler avec ça. Ouais. Mais on fait des questionnaires peut-être 2 fois par an, 2-3 fois par an max. 2 fois par an au moins, pour leur livrer les idées qu'on a, leur demander s'ils ont des nouvelles idées. Bien souvent, les idées qu'on a ne sont pas les meilleures, et bien souvent, ils nous livrent en nombre important des idées auxquelles on n'avait pas songé. Et donc voilà, donc on fait évoluer le produit de cette manière. Est-ce qu'un entrepreneur aujourd'hui a tout intérêt à bien s'entourer, et qu'est-ce que tu penses du fait de bien s'entourer aujourd'hui ? Est-ce que Familéo a été bien entouré, est bien entouré, et quelle place vous accordez à l'entourage ? Alors, je pense que l'entourage, c'est fondamental. Comme moi, c'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en place aussi avec l'association, déjà. On n'est pas tout seul. Au niveau de l'équipe, au niveau de l'écosystème, nous, on a été extrêmement bien entourés par des praticiens, des professionnels du grand âge qu'on ne connaissait pas. Et ça a été un des éléments décisifs, à la fois dans le lancement et à la fois dans les premiers pas qu'on a pu faire et dans l'approche produit qu'on a pu avoir. On a été aussi très bien entouré par tout l'écosystème malouin, rennais, breton, de l'Ille-et-Vilaine, en fait, sur toutes les démarches qu'on a pu avoir en tant qu'entrepreneur. On a été très bien entouré aussi par on a des associés au capital de Familéo, c'est Aquarelle, les fleurs et les chocolats. Ouais. Qui nous ont extrêmement bien entourés. On a nos familles, nos femmes, on a nos amis. Non, je pense que c'est effectivement quoi. En tout cas, nous, on aime bien raisonner par synthèse. Je pense que tous les deux, Armelle et moi, on a un peu l'intime conviction que les meilleures idées sortent pas du bureau tout seul dans notre coin, mais que souvent c'est une synthèse qui fait la force des choses, la finesse des approches. Et donc, c'est en tout cas pour nous quelque chose qui, je pense, est pas mal dans l'ADN de Familéo et d'ailleurs qui rend notre travail au jour le jour passionnant, parce qu'en fait, c'est génial en fait de recueillir des avis, d'échanger, de partager, de challenger avec des personnes, de se remettre en cause avec des personnes qui ne sont pas forcément exactement dans les mêmes préoccupations quotidiennes que les nôtres. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon travail. Ouais. Familéo, d'un point de vue chronologique, étape chronologique, est-ce que tu peux juste remettre et aider les auditeurs à remettre un petit peu les choses en ordre ? Ça, vous le montez quand ? Quelles sont les étapes en fait, vraiment décisives de votre entreprise ? Alors, les premiers pas avec Armelle, c'était en janvier 2014, je crois. 2014. Voilà. En juin, donc, on décide de s'y consacrer à fond. En octobre, octobre 2014, mais bon, on monte la structure juridique, mais ça n'a pas tellement de... C'est pas une grande date, mais la grande date d'après, c'est surtout fin 2015. Septembre 2015, on met en ligne la première version de Familéo, qu'on ouvre à une dizaine de maisons de retraite, 15 maisons de retraite, donc les directeurs de maisons de retraite qui nous avaient accompagnés dans toute la réflexion et la maturation du produit. Ouais. Maison de retraite du coup locale ? Ouais, essentiellement locale. Essentiellement locale. Donc voilà, donc ça c'est une grande étape avec les premières gazettes qui sortent. Alors là, on voit des familles télécharger l'appli, envoyer des messages, et donc on se dit tiens, voilà, ça peut marcher. Il y a des gens qui l'utilisent. Des gens qui y croient. Et je revois encore les premières gazettes sortir. Donc là, c'est après 1 an et demi de préparation, une grosse année de préparation. C'est quand même c'était un des grands bonheurs de cette histoire.
Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre après comme grande date? On a fin 2016 où on lance le Familéo auprès des particuliers, donc en B2C. Ouais. Que du coup, ça a d'abord été lancé auprès des maisons de retraite. B2B, ouais. Voilà, donc là, c'est du B2B. On propose un abonnement à la maison de retraite qui après propose aux familles d'utiliser Familéo. Ok. Et en fait, donc là, il y a 50, 100, 150, 200 maisons de retraite, 300. Donc on voit le truc qui marche bien. Derrière, il y a plein de familles qui suivent. Et parmi ces familles, il y a pas mal d'utilisateurs qui nous envoient des mails en disant écoutez, vous êtes sympa, c'est génial Familéo dans la maison de retraite où est ma grand-mère, mais j'ai mon autre grand-mère qui est chez elle. Ouais. Et Comment qui je aimerait fais bien aussi, bien sûr. Et donc ça, ce sujet-là qu'on avait en tête, mais qu'on avait mis de côté parce qu'il nous semblait compliqué sur du B2C, on voyait, ça demandait, donc on l'avait mis un peu de côté. Et en fait, ce sujet-là revient à fond et on se dit, tiens, Faut développer. Faut vraiment qu'on le B2C. développe. Donc on le lance à fin 2016. On lance ça en décembre. On fait un passage sur RTL et là, en l'espace de, je sais pas, un jour, 2 jours, on voit 100, 200, 300, 400 familles qui s'inscrivent. Donc on se dit, waouh. Donc voilà, donc c'est là aussi un grand moment de voir en fait cette deuxième brique, cette deuxième offre se mettre en place. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme grande étape? Il y en a. En fait, c'est du développement. Voilà. Après, il y en a eu plein. Annuel. Exactement, c'est du développement annuel. C'est l'équipe qui s'agrandit, qui passe de 2 à 3, à 4, à 5, puis à 10, puis à 15, puis à 20, puis à 25. Voilà. Les dernières années, les derniers mois ont été assez déstabilisants en termes de croissance. Où c'est marrant. L'entreprise prend une taille qui est différente significativement de celle qu'on avait il y a un an ou il y a un an et demi. Donc là, c'est des étapes, en fait, des vraies étapes qui se mettent en place. Les équipes. Donc mais c'est super. Et puis après, comme autre étape aussi intéressante, c'est en octobre dernier, donc on décide de se lancer à l'international et on met en place une équipe à Barcelone. Ok. Donc là, du coup, c'est pareil. Équipe qui est basée à Barcelone ou qui gère tout depuis Saint-Malo pour... Non, une équipe basée à Barcelone. Ouais. Super. Basée à Barcelone, donc voilà, qui va proposer notre offre à des maisons de retraite espagnoles. Donc avec un petit peu la même démarche que celle qu'on a faite en France, à savoir d'abord se consacrer essentiellement aux EHPAD. Voilà, parce que c'est un peu plus facile à démarrer. C'est des rendez-vous physiques où on sent les choses, contrairement au B2C où en fait c'est beaucoup plus dur de sentir les trucs. Là, on sent directement les choses et puis on amorce plus rapidement la pompe. Avant de lancer dans un deuxième temps, d'accélérer dans un deuxième temps sur le B2C si tout ça fonctionne. Ouais. Donc Barcelone. Donc est-ce que le développement futur de Familéo, est-ce que c'est Europe? Quel pays après l'Espagne? C'est quoi vos... Là, il y a pas mal de possibilités encore qui s'offrent à nous. Donc, on est en train de regarder pas mal en ce moment le Royaume-Uni et puis les États-Unis. Voilà, pour la même occasion, parce que du fait de la langue notamment. Donc là, pour l'instant, on est dans une démarche de test. Ouais. Donc là, pour le coup, de terrain. On est ici. Il y a quelqu'un chez nous qui est dédié à 100% à ça. Ok. Et voilà, et qui propose depuis Saint-Malo l'utilisation de Familéo à des maisons de retraite anglaises ou américaines. Alors aux États-Unis, ça se fait à travers un partenaire. Pour d'abord tester la chose, voir si ça marche, voir si les réponses sont bonnes, si l'écoute est bonne, voir si ça se met en place, voir si des familles téléchargent des applis. En mode test, quoi. En mode test sur 5, 10, 15 maisons de retraite avant de passer à l'étape d'après qui serait probablement de mettre en place une personne sur place. Ouais. Aujourd'hui, Familéo, c'est combien de salariés? C'est combien de gazettes mensuelles ou annuelles? Est-ce que tu as des chiffres comme ça à nous donner sur l'univers? Une trentaine de personnes. Ah ouais, vous avez bien grandi. Ouais, la dernière année a été assez intense, mais c'était chouette. Il y a 110 000 familles, 110 000 grands-parents en gros, qui reçoivent la gazette grâce à Familéo. Ces 110 000 familles en fait regroupent 700 000 personnes. Donc il y a 700 000 utilisateurs, 700 000 enfants, petits-enfants, neveux, nièces qui envoient des messages à 110 000 grands-parents. En gros, c'est ça. En termes de gazettes, on est à plus de 30 000 gazettes par semaine.
envoyées. Donc ça fait à peu près 120, 150 000 gazettes par mois. Voilà, on a dépassé les 30 millions de messages envoyés depuis le début. C'est des beaux chiffres. Voilà, à peu près les chiffres. Donc c'est des chiffres qui font... C'est des chiffres qui font chaud au cœur, parce que si on a lancé Familéo, c'est... Voilà, en fait, ce qui est génial en fait, dans cette aventure, c'est qu'il y a une vraie dimension entrepreneuriale et une vraie dimension sociale. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, ces chiffres font vraiment chaud au cœur sur la dimension sociale. Parce qu'en fait, nous, on interprète ça un petit peu, on met ça un peu en comparaison avec la carte postale. C'est-à-dire qu'un message envoyé sur Familéo, pour nous, c'est un peu l'équivalent d'une carte postale. Et voilà, 30 millions de messages, on se dit que c'est un peu l'équivalent de 30 millions de cartes postales qui ont été envoyées par cette solution. Et en fait, nous, on mesure aujourd'hui l'impact d'un message envoyé à sa grand-mère. On ne le mesurait pas bien avant, mais c'est vrai que ce projet nous a permis de découvrir cet impact incroyable d'un point de vue émotionnel que peut créer le message d'une petite fille, d'un petit-fils à sa grand-mère. Il est dingue en fait. Les petits-enfants n'imaginent pas cet impact. D'ailleurs, c'est les retours souvent qu'on a de nos utilisateurs qui nous disent « mais j'imaginais pas que ça allait faire aussi plaisir que ça ». Et nous, on a vu plein de grands-parents pleurer parce qu'en fait, ils recommencent à recevoir du courrier. Et puis, c'est la preuve concrète qu'on a pensé à eux. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort. Et voilà, donc qui nourrit toute l'équipe au jour le jour, parce que c'est des chiffres qu'on interprète en fait de cette manière, sous cette lumière-là, sous cet angle-là qu'on connaît bien, parce qu'on a vu les impacts concrets que ça donnait auprès des personnes âgées qu'on a pu visiter pour échanger avec eux sur Familéo. Et donc donc on est particulièrement content effectivement de ces chiffres-là. Ouais. Est-ce que comment ça se passe quand vous recevez les messages d'une famille pour des grands-parents? Est-ce qu'il y a un modérateur qui lit tous les messages? Comment ça se passe là? Je me doute bien que c'est pas c'est des gentils messages. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut lire l'ensemble des messages? C'est pas une question de corriger les fautes, mais de veiller quand même à ce que... c'est une des grandes questions qu'on s'est posées. Alors, quand on poste un message à sa grand-mère, le message, en fait, avant d'être embarqué dans la gazette, il est déversé sur un mur familial. Donc, le reste de la famille le voit. Oui, ok. Et en fait, c'est un des côtés sympathiques aussi de Familéo, c'est que en plus de me permettre d'écrire à mes grands-parents, Familéo aussi me permet de voir les autres messages envoyés Bien sûr. par mes frères et sœurs, mes cousins, mes oncles et tantes, en fait, que je vois pas si souvent que ça. Et en fait, c'est aussi un moyen très concret de se tenir informé en fait de l'actualité des uns et des autres. Ouais. Donc voilà. Donc le message est lu, mais uniquement par les membres de la famille. Donc nous, en aucun cas, on ne va regarder les messages ou on ne les modère. C'est une question qu'on s'est posée au début en se disant, mais imaginons qu'il y ait des menaces de mort, non mais on imagine tout en fait au début en prenant tous les cas particuliers, en se disant, mais tiens, ça se trouve. Ouais, bien sûr. Et en fait, on a vraiment construit Familéo en prenant l'angle du courrier, de la carte postale, et en se disant, en fait, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un petit-fils d'envoyer une carte postale à sa grand-mère avec un mauvais message à l'intérieur? Rien. Il n'y a rien qui n'empêche ça. Donc en fait, on a pris cet angle-là en se disant, voilà, confiance, on reprend l'angle du courrier en laissant une liberté pleine et entière à la personne qui écrit. Après, il y a une modération familiale, comme je disais tout à l'heure, comme je le disais. Donc, en fait, une automodération. C'est-à-dire que quand j'envoie un message à ma grand-mère, je sais que toute la famille va le lire. C'est pas un seul message d'une personne envoyé à la grand-mère, parce que sinon vous multiplieriez les... Ok, donc c'est vraiment plusieurs membres. Donc, il y a vraiment cette dimension de mur familial qui fait qu'en fait, quand on écrit sur Familéo, on sait que ce message va être lu et donc on sait qu'il va être vu par les autres, et quelque part aussi je le fais un peu pour ça, parce que je me dis tiens, c'est aussi une bonne occasion de montrer, voilà, s'il y a une naissance, c'est aussi une bonne occasion d'informer la famille. C'est indirect, mais c'est quand même présent, je pense, dans l'esprit des gens. Et donc du coup ça se fait de cette manière là, voilà. Et on a eu peut-être un cas ou deux sur les 30 millions de messages problématiques, mais c'est complètement insignifiant en fait, voilà. Comment, je pensais à ça par rapport à Saint-Malo. Familéo a donc été finalement une start-up. Est-ce qu'elle est considérée encore aujourd'hui comme une start-up ou comme une entreprise, tu me dis. Mais en tout cas, au début, en mode expérimentation, recherche, subvention en tout cas de finances, c'est quoi
aujourd'hui une start-up à Saint-Malo, donc en dehors de l'écosystème parisien? Alors c'est vrai que la dimension de start-up, je sais pas trop ce que c'est qu'une... Ouais, non, mais en fait, c'est un fourre-tout de plein de trucs. Fait, voilà, mais... pour moi, c'est un peu une start-up dans le sens où tout est quand même assez digital, même si derrière il y a de l'impression et tout ça. Voilà, venant de l'industrie, j'ai passé 10 ans d'industrie. C'est sûr qu'en industrie, on a des étapes, des seuils, des paliers, des règles, des process, des investissements qui sont quand même vachement plus lourds, beaucoup plus contraignants et qui permettent pas en fait une croissance aussi, j'ai envie de dire, fluide et simple que ce que permet le digital. Voilà. Donc c'est vrai que ça c'est. Donc en ça, on peut peut-être dire que c'est une start-up. Après, en fait, le fait de pas être à Paris, nous on est ravis d'être à Saint-Malo. On a très rarement eu le sentiment d'avoir fait le mauvais choix. Ouais. Les associés là dont je te parlais tout à l'heure, Aquarelle, ils sont à Paris. Donc, okay. Voilà, donc on va très souvent à Paris. On a pas mal de réseaux à Paris, donc on en bénéficie pleinement. On est à 2h30 en train, donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment pas compliqué. Le train aussi, pour nous, c'est un bon moyen de travailler, donc on n'est pas du tout pénalisé par cette distance. Il y a même globalement des avantages parce que et d'une, la qualité de vie ici est quand même incroyable. Donc ça c'est quand même un point qui est important quand on monte sa structure. On a quand même de temps en temps des petits jours de stress. Et c'est vrai que le fait de pouvoir se changer les idées en piquant une tête, en allant faire un coup de bateau, donc c'est quoi? Même une balade, un footing sur le GR, quoi. C'est tout de suite ça oxygène et ça remet les choses en place et ça aide à prendre du recul. Donc ça c'est un élément, je pense, qui a été vraiment important. Le fait de sentir nos familles bien aussi dans leur lieu de vie, c'était important. Le fait d'avoir au début une vie qui est moins chère qu'à Paris, mine de rien, c'est important aussi. Et puis on a un écosystème ici, comme je disais tout à l'heure, qui est top. Que ce soit à Saint-Malo, à Rennes, au niveau de la région, au niveau du département, il y a plein de choses. Et c'est vrai que on a peut-être aussi été. Je pense que c'est plus facile de sortir un peu du lot. C'est plus facile d'être. Je pense qu'on est plus vite chouchouté entre guillemets par cet écosystème en région qu'à Paris, où on est au milieu de centaines et centaines de projets. Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, tes associés qui sont à Paris doivent être ravis aussi de venir de temps en temps à Saint-Malo. Ils ont une maison de vacances dans le coin, donc voilà, pour eux, Faviléo, c'est aussi les vacances, la Côte d'Emeraude, les vacances. Voilà, on va faire un peu de bateau avec eux, donc c'est aussi synonyme de. Mais d'ailleurs, c'est un point sympa de l'étiquette Malouine, c'est qu'en fait, quand on va à Paris. Très souvent, les gens connaissent le coin. Ça leur rappelle leur week-end, leurs vacances, leurs vacances d'été. C'est évocateur de trucs sympas. Et donc, c'est aussi de qualité de vie. Et en fait, du coup, ça crée tout de suite des discussions sympas, assez passionnées sur le coin, sur la voile, sur plein de sujets qui sont des discussions sympas, en fait, et qui permettent aussi de tout de suite... se connecter sur des sujets qui ne sont pas forcément les sujets de boulot ou de partenariat qu'on est en train d'évoquer, mais des sujets frais. Et voilà, une autre relation aussi. Exactement. Donc ça, c'est sûr que cette étiquette Malouine, pour ça, elle est sympa, quoi. Tu dirais aujourd'hui que les forces ou les forces de Faviléo, c'est quoi? Les forces, alors de là dire qu'on est fort... Quand je dis les forces, c'est vraiment même en termes de valeurs, c'est quoi vos valeurs fortes et votre... Si, les forces, parce que je pense que vous avez une belle force. Que dire on a une super équipe, ça c'est un point qui est quand même qui est canon, qui s'est extrêmement bien approprié les valeurs du projet. Et donc ça c'est canon de voir... moi c'est une grande source de joie de voir des réflexes, des réflexions... qui touchent aux valeurs qui sont prises à leur compte par des gens de l'équipe. Donc ça, c'est top. En termes de valeurs, effectivement, en tout cas, on essaye de se positionner dans une... Alors voilà, après, mettre en avant ses forces, c'est toujours compliqué, mais on essaye d'être dans l'authenticité, dans la sincérité. Donc... ça, c'est quelque chose, en tout cas, dans toutes nos actions de com, et puis même dans les réflexions produits, c'est quelque chose qu'on essaye de garder chevillé au corps.
Donc voilà, pas d'usage détourné des données, parce qu'en fait, les gens utilisent Familio pour écrire à leurs grands-parents. Donc on essaye de rester dans cet ADN-là, de respecter l'intimité familiale, et de proposer du coup quelque chose qui soit toujours centré vers les grands-parents. Voilà, de ne pas faire un usage détourné. On a plein d'idées il y a plein de commentaires de la part de personnes qui nous disent mais tiens, vous devriez faire ça, machin, nana. Et en fait, on a vraiment cette grille de lecture de se dire tiens, si les grands-parents ne sont pas au cœur de cette fonctionnalité-là ou n'en bénéficient pas d'une manière indirecte, eh ben, c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut qu'on mette en place. Donc on essaye de garder ça. Et après, voilà, Puis vous avez un super binôme. Ouais, ah bah ça c'est sûr. Non mais ça, notre association est... Ça c'est sûr qu'on a une chance énorme. Ouais, c'est certain. Comment vous répartissez les tâches Tu disais que vous étiez très complémentaires. Finalement, dans Familio, aujourd'hui, Armelle et Tanguy, en fait, qui fait quoi ? Je suppose, et à mon avis, que vous êtes obligé de toucher à plein de petites choses. Mais finalement, est-ce que l'un d'entre vous est un petit peu plus, je ne sais pas si on peut dire spécialisé, mais tu vois, va vraiment plus travailler dans telle branche. Toi, comment vous répartissez? Au début, on faisait tous les deux tous les sujets. Et puis, en fait, assez rapidement, on s'est dit que c'était pas possible. Ouais. Alors, on s'est réparti les tâches, mais on est tous les deux dans le même bureau. Cool. Et en fait, c'est un point qui est hyper important parce que ça nous permet de rester informés de tout, en fait. Donc, quand Armelle a des coups de fil, quand Armelle reçoit quelqu'un dans son bureau, et ben, j'entends, et de la même manière pour lui. Et donc, ça fait gagner un temps fou, je pense, en termes de communication entre nous, parce que du coup, on est quand même informés de tout, et puis on a une décision qui est quand même très collégiale sur tous les gros sujets. Donc, c'est-à-dire que même si on se répartit les tâches, on se les répartit plus dans l'opérationnel, parce qu'il faut des références sur des projets, sinon c'est compliqué à deux. Mais pour autant, toutes les grandes décisions font l'objet de discussions tous les deux et de décisions tous les deux, quoi. Donc voilà. Et après, dans la répartition des tâches, Armelle, il a plutôt pris pour lui le développement de Familio en B2B, donc auprès des maisons de retraite. Okay. L'accompagnement, la gestion, la gestion de l'équipe support client, qui est un vrai sujet chez nous, le super client. L'accompagnement aussi de la partie gestion finance. Et puis le développement de Familio à l'étranger. Voilà. Parce que ça se fait aussi bien souvent dans une approche B2B. Et donc voilà. Et moi, de mon côté, je m'occupe plus particulièrement de la partie... produit au sens large. Okay. Donc le produit, c'est quoi ? C'est à la fois les réflexions marketing pour faire évoluer le produit, l'élaboration des cahiers des charges, des maquettes, donc tous ces sujets-là. Et puis après, toute la mise en œuvre technique, donc auprès des développeurs. Là, même si je suis pas du tout technique à la base, mais voilà, j'ai appris à me familiariser à tout ça. Et donc donc je suis du coup toute la mise en œuvre technique de ces produits-là, tous les sujets un petit peu aussi également d'infrastructure, de technique, comment faire grossir en fait, comment accueillir les 700 000 utilisateurs. Donc il y a des sujets d'infra, des sujets techniques. Et puis je m'occupe aussi du développement du B2C, donc de Familio auprès des particuliers. Ouais. Voilà, donc là c'est beaucoup de com. Donc de com payante, parce qu'on fait de la com sur Facebook, sur Instagram, on lance des choses sur YouTube, on a fait des campagnes télé. Depuis notre décembre dernier, on a fait 3 campagnes télé, donc c'est aussi l'accompagnement de ces sujets-là. On fait aussi des relations presse, donc voilà, il y a une équipe ici qui s'occupe de tous ces sujets-là de com et d'acquisition. Et puis voilà, et puis du coup de la partie B2C, il y a aussi toute la relation sur l'impression des gazettes avec notre partenaire en direct, qui est un super partenaire. C'est une entreprise adaptée qui fait travailler des personnes en situation de handicap. Ouais. Et donc qui nous accompagne depuis le début et qui doit, avec qui on redimensionne les choses tous les 6 mois pour accompagner le flot grossissant de gazettes. Donc voilà, donc il y a des sujets sympas d'acquisition de machines, de mise en place d'ouverture de nouvelles agences là pour accompagner du coup tout ça derrière.
Tu viens justement de préciser que tu parles de flux de gazettes, donc plus l'entreprise se développe, plus vous imprimez, vous avez un nombre de gazettes important. Est-ce qu'on vous a déjà reproché, en dehors de cette dimension sociale et humaine, justement à l'heure du digital, que l'impression n'était pas écolo? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu? Ouais. Okay. Alors pas beaucoup, mais un petit peu, effectivement. On l'a déjà entendu. Alors, quand on voit l'impact de la gazette, et je disais tout à l'heure, nous, on a vraiment été surpris par ça. On ne s'attendait pas à ce que ça soit si fort que ça. On se dit que ça vaut largement une feuille de papier. Mais alors, on ne s'est jamais posé la question de se dire, tiens, est-ce qu'il vaut mieux économiser une feuille de papier ou est-ce qu'il vaut mieux faire plaisir à des personnes en situation plutôt de solitude, d'isolement dans certains cas. Donc en fait, pour nous, c'est pas du tout comparable en termes d'impact. Donc on a vraiment pris cet angle-là en se disant que c'est du papier qui est utilisé comme il doit l'être. Le papier, de toute façon, on a besoin de papier, donc on va pas non plus arrêter de faire du papier partout. Effectivement, moi, je suis tout à fait en phase avec le fait d'avoir une approche raisonnable du papier, de pas imprimer du papier à tout va. Mais dans notre cas précis à nous, en fait, chaque gazette est unique. Ouais. On imprime gazette par gazette. On n'imprime pas des prospectus, quoi, voilà. Je vais pas ou des flyers, ou des flyers dans tous les, voilà. Et donc c'est vraiment quelque chose de très personnalisé et qui a du poids, qui est important, qui rappelle qui apporte des preuves d'amour, des preuves d'affection, et donc qui a à nos yeux une vraie justification, quoi. Voilà. Et de toute façon, on oublie et on l'oublie très souvent, et je crois volontairement. Le digital pollue. Bah exactement, c'est exactement ce que j'avais en tête en vous disant ça. Voilà. Je pense que effectivement, on a tous des usages sur le digital qui sont extrêmement polluants. Ouais, complètement. Et c'est marrant parce que le fait de travailler dedans, moi je me rends de plus en plus compte. On a un usage très peu raisonné des données qu'on stocke, par exemple. Mais le stockage de données, qui sont quand même extrêmement consommatrices en termes d'énergie, de gaz, effet de serre. Donc voilà, donc ça fait partie des sujets sur lesquels aussi il faut qu'on travaille à titre perso, puis même au niveau de Familéo. Alors sur Familéo, c'est vrai qu'il y a pas mal de données qui sont, en fait, de ce que je comprends, c'est qu'en fait, non mais oui, voilà, quoi, il faut enclencher des démarches sur ces sujets-là, c'est clair, c'est important. Il n'y a pas que le papier. Tanguy, dans 10 ans, Familéo, c'est quoi? C'est comment? Alors j'aime pas le 10 ans parce qu'en fait, c'est tellement loin et le Covid nous a bien prouvé que du jour au lendemain, il y a plein de choses qu'on ne prévoit pas. Mais j'ai dit 10 ans parce que je crois que depuis que je suis entrepreneur, j'ai toujours entendu « Alors, quelle est ta vision à 10 ans ?» Donc franchement, en te la posant, je me dis « En fait, on s'en fout des 10 ans. » Donc j'ai plutôt envie de te dire beaucoup plus proche, déjà dans 5 ans ou déjà demain. Familéo, c'est quoi? Est-ce que vous avez un rêve, Armelle et toi, avec votre équipe? Où est-ce que vous voulez emmener Familéo? Et ce serait quoi votre kiff, mais sans penser contrainte? Vraiment, votre rêve à tous les deux? Bah, c'est une bonne question parce que notre kiff, comme tu dis, quoi, voilà, notre rêve, en fait, on est déjà dedans, dans le sens où c'est de permettre à des dizaines, des centaines de milliers de familles d'utiliser un outil qui les aide dans leur mode de fonctionnement avec leurs grands-parents ou arrière-grands-parents. Donc après, des chiffres plus gros, c'est tout. Oui, quoi. En fait, je pense que notre kiff notre rêve, il est vraiment assis sur la dimension sociale de Familéo, sur nous ce qui, quoi. Donc en termes de chiffres, je sais pas te répondre. Quoi, je sais pas. Alors là, on a 110 000 familles. Oui, on se dit qu'on peut grossir. Évidemment, c'est super, mais c'est des chiffres qui nous font chaud au cœur. Mais je pense qu'on est déjà dans le sentiment de un peu d'utilité qui nous
nous nourrit. Je pense qu'on est là, on est dedans, et je pense que toute l'équipe a ce sentiment-là, quoi, j'espère en tout cas, mais c'est ce que je perçois. Donc voilà, après, voilà, quoi, nous, ce qu'on adore, c'est recevoir c'est voir les commentaires positifs sur Facebook, c'est recevoir des petites lettres manuscrites qu'on reçoit de grands-parents qui nous expliquent à quel point ils sont contents. Là, on en a reçu une dernièrement. C'est une lettre qui a un impact énorme chez nous. C'est une lettre d'une personne parmi les 110 000 qui reçoivent Familio, qui nous envoie ça et qui nous nourrit. Donc en fait, j'ai envie de dire, notre rêve, c'est de pouvoir continuer à apporter ça à un maximum de personnes âgées. Mais voilà, oui, on a des démarches à l'international, on a envie d'ouvrir d'autres pays, on a envie d'en faire profiter un maximum de gens, mais c'est pas quantifié, quoi. Voilà, c'est pas quantifié. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Armelle et toi, justement, à cette question, qu'est-ce que tu fais et c'est quoi Familio dans 5 ans ou dans 10 ans, est-ce qu'on peut dire que Armelle et toi, finalement, vous vivez aussi beaucoup l'instant présent et les belles opportunités du moment, du mois, de l'année, et vous avancez pas à pas? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est vachement lié aussi à votre histoire. Vous avez beaucoup expérimenté, vous avez appris à vous connaître, donc vous y avez été étape par étape, vous avez découvert ensemble, vous avez fait grandir l'entreprise doucement, progressivement, mais ensemble. Du coup, quand tu me dis, finalement, je ne sais pas trop répondre à la question, en fait, on s'en fiche. Non, en fait, c'est complètement lié à votre histoire. C'est exactement ça. Là, on sait ce qui nous anime pour les mois prochains. C'est ça. Voilà, on est à fond sur plein de sujets en ce moment. Et dans un an, vous verrez. Pour Noël prochain, voilà. Là, on est en train de sortir un nouveau produit qui nous occupe à fond. On est en train de travailler sur... il y a pas mal de recrutements qui arrivent, donc l'intégration de tout le monde, sur l'Espagne, les réflexions qu'on peut avoir au Royaume-Uni, aux États-Unis. On a plein de choses, plein d'axes de réflexion sur lesquels on bosse, mais ça nous emmène à quelques mois, voilà. Et en fait, voilà, on est à fond là-dessus, puis après on verra, quoi. Ouais. Tanguy, est-ce que il me reste 2 questions parce que je sais que le temps est compté. Est-ce que j'ai pas envie d'utiliser le terme carrière, j'ai plutôt envie d'utiliser l'expression parcours entrepreneurial, parcours de vie, ouais, on va dire plutôt ça. Dans ton parcours de vie, est-ce qu'il y a eu une ou plusieurs figures, qu'elles soient féminines, masculines, maternelles, paternelles, peu importe, un mentor ou une mentor, est-ce qu'il y a eu des figures comme ça très emblématiques qui t'ont inspiré dans ton parcours aujourd'hui d'homme et d'entrepreneur? Alors oui, c'est clair. Déjà, j'ai mes parents. Mes parents ont monté une boîte tous les deux, en couple. Donc moi, j'ai baigné là-dedans toute ma jeunesse. Voilà, donc là j'ai l'image de mon papa et de ma maman qui bossaient là-dessus, qui ont énormément travaillé, mais avec toujours beaucoup de passion, d'énergie et de joie malgré le nombre d'heures incalculables à bosser. Du coup, tu peux nous dire dans quel domaine ils étaient? Dans le domaine de la literie. Ah ouais. Ouais. Donc un secteur qui est quand même pas si simple que ça. Ouais. Et donc là, moi j'ai appris, je pense qu'ils m'ont clairement transmis l'effort, la valeur travail, parce qu'ils bossaient, mais beaucoup. Et la valeur travail, et puis la satisfaction, quoi. L'indépendance, c'est clair qu'ils m'ont transmis cette volonté d'indépendance un peu qu'on retrouve quand on est entrepreneur, c'est certain. Et puis, donc ça m'a énormément façonné. Je pense que c'est d'abord eux que je cite sur ta question. Ouais. Et après oui, donc j'ai travaillé à peu près 10 ans avant de franchir le pas. Ouais. Et donc, effectivement, alors j'ai travaillé au sein du groupe Roulier pendant 7 ans. Donc là, Monsieur Roulier, il laisse pas indifférent. Voilà, il a monté un truc incroyable. Un empire, ouais. Il a une énergie, une indépendance aussi dans sa manière de voir les choses qui est forte. Et puis lui, il m'a donné l'opportunité de faire des choses qui m'ont donné confiance en moi. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à y aller. Et puis après, j'ai eu des responsables, des chefs. Qui m'ont au sein du groupe, ouais, des chefs directs qui m'ont vachement apporté
m'ont beaucoup apporté, voilà, sur des aspects techniques, mais aussi sur des aspects humains, voilà, pendant des périodes compliquées, qui ont été là, qui m'ont montré à quel point, même si quelque chose est compliqué, ils m'ont montré à quel point l'accompagnement humain, la forme des choses, la présence était quelque chose qui était en fait le plus important au-delà du fond en fait. Et donc ça, j'ai gardé ça. Donc oui, j'ai eu la chance d'avoir ces figures-là qui m'ont bien aidé. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu avais 4 enfants. Ouais. Sans nous donner forcément les prénoms, tu peux juste me dire si fille, garçon. 4 gars, ouais. 4 gars. Ouais. Oh là là. 4 gars. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire quel que soit le nombre d'années, mais quand ils seront peut-être en âge aussi d'écouter cette interview, qu'est-ce que tu as envie de... Bon, après, Familio a beaucoup de supports vidéo et sûrement aussi sonores, mais qu'est-ce que tu as envie de leur dire dans quelques années, quand ils seront vraiment en âge de comprendre tout ce qu'a fait tout ce qu'a fait papa pour la famille? Tu as envie de leur dire quoi? Alors là, à chaud comme ça, je sais pas. Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais que... Non, que... Bon, je leur dirais que je les adore, ça c'est sûr. Mais après, je sais pas. Franchement, je leur dirais que j'ai eu beaucoup de chance. Et parce que c'est vrai. Et que, voilà, en fait, je me rends compte à quel point un projet qui marche ou qui marche pas, ça tient à un fil. Et nous, on le voit à côté de tous les autres projets, voilà, plein d'autres projets qu'on a pu côtoyer, de gens brillants qui bossent, qui travaillent. C'est des alignements de planètes qui sont, je pense, voilà, au final un peu rares quand même, et qui font qu'à un moment ça marche et à un moment ça marche pas, alors que peut-être 4 ans avant ou 4 ans après ça aurait marché. Et que voilà, on est ravis de ce qu'on fait, on est ravis de voir cette entreprise qui grossit, mais il y a un facteur, il y a un facteur chance quand même qui est fort, quoi, et qu'il faut pas oublier. Et on en parlait l'autre jour justement avec Aquarelle, et il nous disait quoi, lui, eux, c'est marrant, tous les entrepreneurs disent que la chance est vraiment quelque chose de très fort. Et Aquarelle, eux, ils disent que quand un entrepreneur pense que son succès est uniquement dû à son travail, il bascule du mauvais côté. Et je trouve que c'est une super phrase, parce qu'en fait, ça laisse clairement entendre que le succès, voilà, alors nous c'est un petit succès encore, mais en tout cas c'est pas dû à, c'est loin d'être dû qu'à nous, quoi. Voilà, c'est loin d'être dû qu'à nous. Donc c'est un ensemble de choses, et que le succès comme les échecs, en fait, voilà, c'est... Bah, t'apprends. Voilà, exactement, c'est apprendre. Après, voilà, donc ça, c'est un point qui est important, parce que, voilà, aucune envie de personnaliser les choses sur voilà, des chiffres qui peuvent croître, c'est pas ça le truc. Moi, ce que je retiens, en fait, de l'aventure qui m'a amené ici, c'est peut-être l'indépendance que m'ont transmis mes parents à vouloir faire quelque chose qui me plaît. Donc ça, c'est un point qu'ils m'ont transmis, effectivement, qui est bien. Bah voilà, après, même s'il y a de la chance, c'est sûr qu'il y a du boulot, faut pas compter ses heures. C'est pas pour autant que les heures sont bien utilisées, mais en tout cas, faut savoir se mettre un peu dedans. L'association avec Armel, ça a été quelque chose de magique. Et donc voilà, et puis ouais, qu'il faut laisser ses rêves prendre une place importante, plus que ce que de temps en temps le système nous dicte. Donc bon voilà, c'est un peu en vrac, mais je dirais ça. Est-ce qu'on peut dire, du coup, on peut résumer avec le message à tes 4 petits gars, que c'est bien et il faut rêver, et que expérimenter et essayer. Ouais, exactement. Cool. Ouais. Dernière petite question avant de te libérer. Est-ce que tu as un conseil, des conseils à toutes ces personnes qui veulent entreprendre? Tu parlais tout à l'heure de votre binôme qui... vous comprenez bien, parce que vous avez aussi un petit peu ce manque de confiance, mais en même temps, vos rencontres, votre équipe, tout se met au vert, donc ça vous motive, etc. Est-ce que tu as un conseil un ou des conseils à donner à toutes ces personnes qui ont envie, qui voudraient oser, mais elles hésitent encore à franchir ce petit pas? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
N'y allez pas. Ouais. Non. Moi, comme je te disais tout à l'heure, je pensais pas y aller. Finalement, j'y suis allé. Et donc, en fait, qu'est-ce qui a fait que j'y suis allé finalement? Je pense que c'est l'instinct. Donc, je pense que les tripes, c'est un truc qu'il faut écouter, qu'on n'écoute pas assez. Et je pense que l'instinct, c'est tout sauf irrationnel, en fait, parce que c'est vraiment l'émanation la plus naturelle possible qui soit de soi. Et moi, c'est marrant parce que Familéo, ça m'a vachement éclairé sur l'instinct. Donc, pareil, l'association avec Armel, ça s'est fait de manière assez intuitive, en fait, instinctive, je sais pas comment dire ça, mais c'est un truc qu'on ressent, qu'on s'explique un peu après. Donc, faut écouter ses tripes. Alors après, voilà, de toute façon, moi, je suis prudent, donc après, on essaye de rationaliser tout ça, mais donc on rationalise, mais il y a aussi les tripes, quoi. Et les deux sont là, et puis au final. Donc voilà, donc ça c'est un point moi qui me frappe et qui m'a vraiment aidé à y aller. Et puis après un autre conseil, en tout cas nous, dans notre expérience à nous, un truc qui nous a vraiment apporté du positif et qui nous a vraiment aidé, c'est le fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'écouter les gens. Et donc d'aller voir ses futurs clients, d'aller voir ses prospects, d'aller voir ses futurs utilisateurs, de leur poser des questions, de faire des questionnaires. Pour écouter tout ce qu'ils ont à dire, sans parti pris, sans aucune démarche commerciale. Ne surtout pas vouloir leur vendre un truc, mais plutôt vouloir leur présenter quelque chose en leur disant « ça se trouve, c'est complètement débile, dites-nous sincèrement ce que vous en pensez, j'ai besoin de votre aide », plutôt que de leur dire « voilà, je vais vous vendre ça, vous allez voir, ça va être canon ». Donc voilà, dans une approche de remise en cause. Voilà, quoi. Nous, en tout cas, ça nous a énormément aidé d'avoir cette aide-là de toutes ces personnes qui nous ont accompagnés. Et en plus de ça, ça permet de créer de l'affect de la part de ces personnes auprès d'un projet qui est bénéfique après, parce qu'en fait, ça devient aussi des ambassadeurs à terme, parce qu'en fait, ils ont mis leurs pattes, ils ont apporté telle idée, ils ont apporté telle chose, et donc ça crée une communauté auprès du projet qui porte des fruits. En tout cas, nous, ça a été notre cas, une fois que le produit est en place. Super. Et du coup, je finirai juste par cette petite question. Avec toutes les belles valeurs que vous avez au sein de Familéo, avec toi, tes propres valeurs en tant que Tanguy, est-ce que là, tout de suite, à chaud, est-ce qu'il y aurait une personne, du coup, forcément inspirante et qui correspond aussi aux valeurs et du podcast et de Familéo, que tu aimerais écouter sur les ondes et dans tes oreilles? Que j'aimerais écouter sur les ondes, qui parle... Qui véhicule les mêmes valeurs, c'est-à-dire ce côté entrepreneur, avec des valeurs fortes, avec des projets qui ont du sens, avec ce côté très respect, bienveillance, social. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui te passe à l'esprit? Sans se dire il est inatteignable, on s'en fiche complètement. Une personne à qui que tu aimerais bien peut-être mieux connaître, ou en tout cas que tu serais ravi d'écouter un jour avec ton téléphone sur un podcast. Eh bien, alors il y en a deux qui sont top. Alors j'ai malheureusement oublié leur prénom, mais c'est les fondateurs de Bergams. Ok. Je sais pas si tu connais. Ça me parle, Bergams. Je regarderai. C'est un binôme, ils sont super. C'est une entreprise qui a été rachetée depuis par le groupe Norac, qui est un groupe rennais d'agroalimentaire. Qui nous ont vachement éclairés, nous, sur la capacité. Voilà, c'est un vrai témoignage d'une entreprise créée avec des valeurs affichées. Alors eux, c'est clairement affiché. En termes de valeurs, ils ont entrepris une démarche qu'il faudrait qu'on entreprenne chez nous. Mais en tout cas, c'est un échange qui nous avait beaucoup apporté avec Armel. Avec Armel. Après, à chaud comme ça, je cale un peu, j'en ai sûrement plein que je peux t'envoyer par mail demain. Tu me les enverras. Mais à chaud déjà, il y en a eu. On a eu plein de visages inspirants, de chefs d'entreprise qui sont pas que dans le chiffre d'affaires, quoi. Qui sont aussi dans et d'ailleurs, moi sur l'impact social. je perçois souvent que en fait
quoi. C'est mon sentiment, mais il est sûrement faux. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, créer une boîte pour faire du chiffre, gagner de l'argent, c'est pas le bon moteur. Non. Quoi. C'est pas ça il y a quelque chose ailleurs, de créer un projet, de créer une adhésion, de mettre en place une équipe. Il y a quelque chose d'autre qui doit être le moteur numéro 1 pour que le chiffre d'affaires après se mette en place. Exactement. Donc, du coup, c'est drôle ce que tu dis. Moi, quand j'ai monté mon premier projet, je me suis plantée parce que j'ai fait l'erreur à l'époque de monter un projet parce qu'on m'a dit tiens, ce serait bien que tu fasses ça. Et du coup, ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure en disant j'ai pensé à Faméléo et en tout cas à tout ce concept parce que c'est lié à l'histoire avec ma grand-mère. En fait, je m'aperçois aujourd'hui, notamment grâce au podcast, grâce aux différentes rencontres et aux belles rencontres qu'on peut faire, que tous les entrepreneurs qui réussissent, quand je dis réussir, c'est pas forcément financièrement. Bien sûr, l'entreprise fonctionne, mais il y a aussi ce côté très humain et valeur derrière. Ces entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui et qui prennent beaucoup de plaisir à entreprendre, à développer, etc., sont tous des entrepreneurs qui connaissent leur histoire, dont le projet est lié de près ou de loin à leur personnalité, à leur parcours. Et ça peut être une rencontre, mais tout est toujours lié à... Il y a quelque chose dans ta famille, dans ton parcours, dans ta personnalité qui reflète et qui se retrouve dans ton projet. Et tous ceux qui ne se connaissent pas, qui mettent un voile en disant « ça, on verra dans quelques années » et qui ne partent que à l'opportunité, il y a un moment donné où ça coince. Donc, tu vois, tu me parlais de ta grand-mère et je regrette qu'on n'ait pas le temps parce que j'aurais adoré que tu me parles de ta grand-mère. Mais ça vaudra peut-être un autre rendez-vous, peut-être avec Armelle dans la prochaine fois. Mais du coup, je suis ravie que tu aies quand même abordé ce lien avec ta grand-mère parce que je crois que c'est la clé aujourd'hui. Et que cette histoire, en fait, elle transpire dans Faméléo. C'est lié à votre parcours et à votre rencontre avec Armelle. Donc, merci déjà d'avoir pris le temps parce que je sais que ça a été hyper short, mais on a quand même réussi. Tu vois, on repart sur la route tout à l'heure pour d'autres interviews et en France, on en profite justement encore pendant quelques semaines parce qu'après, moi, je ne bouge plus. Bah oui, c'est ça. Donc, merci vraiment d'avoir pris le temps. Tanguy, c'était très chouette. Merci à toi, c'était canon. Et puis, on vous suit sur quoi comme réseaux sociaux? Instagram, Facebook. Exactement. Ok. Et je mettrai et site internet. Et le site internet, ouais, mais qui reprend les news qu'on envoie. Les news sont surtout sur Facebook. Ouais. Ok, donc peut-être newsletter sur le site internet et sinon Instagram et Facebook. Alors on n'a pas de newsletter auprès de nos abonnés. Ok, donc news c'est Instagram et Facebook. C'est du Facebook, donc il faut s'abonner à la page et suivre les activités de la boîte. Ouais. Bon bah cool. J'en finis là pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle aventure et ce nouvel aventurier de la vie vous aura plu. Le parcours vous aura inspiré. N'hésitez pas à aller regarder leur site, à leur poser des questions, à envoyer plein de messages d'amour à vos mamies, à vos papis. Ils en ont bien besoin et je crois surtout encore plus après la période qu'on vient de vivre. Donc voilà, envoyez-leur plein de petits messages d'amour et chouchoutez-les bien. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur le podcast. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode d'Aventure Humaine. Partage-le, note-le 5 étoiles et commente-le sur Apple Podcast. Ça nous permet de vraiment progresser dans les classements. Et comme disent nos amis québécois, chaque témoignage serait grandement apprécié. On te retrouve donc vendredi prochain pour découvrir le portrait et le parcours d'un nouvel aventurier de la vie. D'ici là, prends soin de toi.